Donc je me présente, je suis directeur de recherche au CNRS. C'est un laboratoire parisien de phénoménologie, donc essentiellement de philosophie, à l'école normale supérieure. Et ma formation est un peu étrange, vous en allez peut-être voir la trace dans cet exposé, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire des études de médecine et de physique, pour après me reconvertir en philosophe. Depuis 1990, je ne fais plus de recherche scientifique, mais de la recherche philosophique. Mais bon, mon exposé va un petit peu marier toutes ces étapes de ma carrière et de mes intérêts. Alors, science et métaphysique, c'est ça le sujet, qui m'a d'ailleurs été demandé par M. Costa, donc c'est presque une commande, en quelque sorte. Sciences et métaphysique, ce sont deux disciplines qui sont en apparence très différentes, pour ne pas dire opposées. On oppose souvent, disons, l'audace spéculative de la métaphysique à, disons, l'enracinement dans le concret, dans l'attestation expérimentale des sciences. Et pourtant, ces deux disciplines sont nées ensemble. Et d'une certaine façon, vous allez voir, elles ont des rêves communs. Et donc, il est utile de les mettre en présence, de voir en quoi elles sont à la fois différentes et néanmoins extrêmement voisines, pour ne pas dire complémentaires. Et puis, je terminerai sur le cas, toujours intéressant, de la physique quantique. En quoi se prête-t-elle ou pas à une réflexion d'ordre, disons, d'ordre métaphysique, qui va au-delà de la stricte réflexion scientifique. Mais alors, qu'est-ce que la métaphysique? Bon, on dit que c'est une branche de la philosophie, mais c'est une branche de la philosophie également étrange parmi toutes les branches de la philosophie, parce que son but, c'est toujours de dépasser quelque chose. C'est de dépasser, disons, l'immédiateté sensible. Donc, le métaphysicien veut aller au-delà des apparences vers les choses qui sont. Le mot d'ordre de la métaphysique, c'est de dépasser la particularité de ce qui se présente, ici et maintenant. Voilà. Ici, on est dans une salle, on regarde des objets, des personnes, etc. Mais on veut réfléchir au-delà. On veut aller vers quelque chose qui sous-tend tout cela. Peut-être qu'il y en est la cause, dit-il. Donc voilà un des propos de la métaphysique. Le troisième dépassement, c'est la tentative de dépasser les limites d'une vie humaine éphémère. Ça, c'est très important, c'est presque un objectif existentiel dans la métaphysique. Nous sommes des êtres limités, nous vivons en un temps et en un lieu, et nous voulons, au fond, dépasser ce temps et ce lieu vers quelque chose qui vaut pour tout temps et pour tout lieu, vers quelque chose qui vaut pour tous, vers quelque chose, au fond, qui nous dépasse. Alors, quel est le moyen de ce dépassement, de ce triple dépassement? Eh bien, le moyen qu'on s'est donné dans le cas de la métaphysique, c'est l'analyse rationnelle. C'est ça qui différencie, si vous voulez, la métaphysique, par exemple, de la religion. La religion veut aussi aller au-delà des apparences immédiates, mais vers l'objet d'une foi, alors que la métaphysique essaye de reconstruire les causes de l'apparence sensible, les origines de ce qui nous est donné immédiatement par le moyen de la raison. Alors, par exemple, Platon propose de former des idées, c'est-à-dire au fond des formations intellectuelles qui vont au-delà du sensible et qui, d'après Platon, sont plus réelles que ce que l'on appréhende par la sensibilité. Par exemple, pour Platon, l'idée du triangle est plus réelle que les triangles particuliers qu'on peut dessiner au tableau. Autre chose, Aristote, lui, a proposé de construire un savoir général qui va au-delà des cas particuliers. Je ne veux pas savoir ce qu'il en est, par exemple, de Bucéphale, de Rocinante, etc. Je veux savoir quelque chose du cheval en général, de l'espèce cheval en général. Je veux une science du général et non pas
quelques détails particuliers que je peux appréhender dans mon environnement et dans ma vie immédiate. Et puis, Hegel aussi, qui nous montre comment l'histoire entière alterne justement les phases d'appréhension d'un objet, puis de reconnaissance que c'est nous qui posons les objets, jusqu'à, espère Hegel, ce qu'il appellera un savoir absolu. Donc là aussi, c'est un rêve de dépassement par la raison, un rêve de dépassement des vicissitudes de l'histoire vers un ultime absolu qui serait le couronnement de l'histoire. Bon, mais la question est-ce que la raison que l'on pose comme, au fond, l'instrument de ce grand dépassement est capable d'assumer cette tâche? Est-ce qu'elle est suffisamment puissante pour dépasser le sensible, l'immédiat, le particulier, en direction de l'universel, du général, de l'absolu? Est-ce qu'elle peut faire ça? Alors, vous savez qu'il y a une critique très connue, la critique de la raison pure, justement, un ouvrage décisif du philosophe allemand Immanuel Kant, qui a pensé montrer que la raison ne peut pas aller jusque-là. Elle est capable de faire beaucoup de choses, la raison, mais pas de remonter jusqu'à un ultime absolu. Et quand elle essaye de faire ça, d'après Kant, elle se convoit. Et elle risque effectivement d'aboutir à des aberrations. Vous savez que dans la troisième partie de la critique de la raison pure, qu'on appelle la dialectique transcendantale, Kant essaye de montrer que quand la raison essaye de dépasser l'univers sensible, quand elle se passe totalement du concours de la sensibilité pour spéculer de façon pure, sans véritablement se fonder sur l'expérience, elle aboutit à ce qu'on appelle des antinomies. Elle se contredit elle-même. Et donc, finalement, Kant montre que la raison ne peut pas suffire à cette tâche rêvée qui est de dépasser l'apparence vers l'absolu derrière les apparences. Bien, alors, quelles sont les directions du dépassement? Je vous en ai un petit peu parlé. La première direction du dépassement, c'est essayer d'identifier les causes ultimes du monde. On connaît des causes de chaque chose, en tout cas on essaye de les identifier. À chaque fois qu'il y a un événement dans le monde, on se dit, bon, mais quelle est cette cause? Et en général, on arrive à trouver une cause. Mais quelle est la cause de la cause? Bon, peut-être qu'on peut remonter une étape, deux étapes, trois étapes plus loin. Mais quelle est la cause de tout? Quelle est la cause de toutes les causes? Quelle est la cause ultime? Est-ce que c'est une question scientifique? Probablement pas. Mais en tout cas, c'est une question métaphysique. Une autre direction du dépassement, c'est de chercher les mécanismes cachés de ce qu'on voit. On voit des choses, mais quelles sont les structures qui expliquent ces apparences? C'est un petit peu semblable, mais de façon plus précise. Troisième direction de dépassement, la tentative de faire ce que Aristote a défini comme une science, je cite Aristote, une science de l'étant en tant qu'étant. On me dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bizarre. Une science de l'étant, ça serait simplement une science de tel étant particulier. Par exemple, une science des êtres vivants, ou une science des étoiles, une science des galaxies, une science des corps pesants, et que sais-je encore. Donc, si vous voulez, dans chaque science, on se donne un objet et finalement on élucide les mécanismes qui aboutissent au devenir de ces objets. Mais Aristote veut élaborer quelque chose de plus, une science générale de tous les états, une science des traits qui appartiennent aussi bien aux étoiles, aux romans de science-fiction, aux êtres vivants, etc. Donc, il prend la collection de tous les objets et il se demande qu'est-ce qu'il y a au fond de commun à tous ces objets? Qu'est-ce que je peux dire de tout objet en général? Et là, Aristote dit, eh ben, c'est très simple. Un objet, c'est quelque chose de permanent que je me donne et je lui attribue des propriétés. Propriétés
par exemple, de situation, propriété de grosseur, de petitesse, propriété de durée, et ainsi de suite. Donc, voilà ce que c'est que la science de l'étant en tant qu'étant. C'est un savoir de ce qu'il y a de commun à toutes les choses du monde. Par exemple, le fait qu'elles ont des propriétés, tout simplement. Voilà. Alors, il y a aussi une autre définition très intéressante de la tâche de la métaphysique, c'est celle de Henri Bergson, qui l'a donnée dans l'introduction à la métaphysique, petit texte de 1903 qui l'a rendu célèbre. Bergson disait ceci: si on veut connaître les choses par leur trait extérieur, c'est qu'on fait de la science. Si on essaye de connaître les choses en quelque sorte en entrant dedans, par entrée directe ou par empathie, c'est-à-dire finalement en s'identifiant à elles, on acquiert une intuition de ces choses, une intuition intérieure de ces choses, et cette intuition intérieure de ces choses, c'est, selon lui, selon Bergson, la tâche de la métaphysique. Voilà 4 définitions finalement de la tâche de la métaphysique. Alors, quelques textes philosophiques autour de la métaphysique. Évidemment, le premier que je cite, c'est Aristote. Aristote n'a jamais prononcé, vous savez, le nom de métaphysique, mais il a pratiquement défini ce que c'était. Et c'est pour ça que les textes dans lesquels il a défini ce que c'était que cette science première, ou cette science de temps en temps, les commentateurs et héritiers d'Aristote ont classé ces ouvrages après les ouvrages de physique d'Aristote, c'est-à-dire, c'est ça qui a donné le nom métaphysique, après la physique. Alors, Aristote dit ceci. Par exemple, si tout mouvement, si toute chose qui se meut, finalement, est nécessairement mue par quelque chose, il faut qu'il y ait un premier moteur qui ne soit mu par autre chose. Donc, c'est-à-dire que, au-delà des choses, si vous voulez, des causes immédiates du mouvement des objets, il faut trouver une cause ultime, qui est la cause des causes, ce qu'on appelle le premier moteur, le moteur immobile de toute chose. Pourquoi il est immobile, le premier moteur de toute chose? Parce que s'il était mobile, il faudrait encore qu'il y ait une cause de son mouvement. D'accord? Et donc, par hypothèse, Aristote imagine qu'il y a une cause ultime, et donc il faut que cette cause ultime de tous les mouvements soit elle-même immobile. Donc voilà une première caractérisation de la tâche de la métaphysique. Trouver le premier moteur immobile, c'est-à-dire la première cause de tout ce qu'il y a. Remarquez bien que cette phrase d'Aristote a été reprise par les commentateurs chrétiens, puis musulmans, puis juifs, ou non, peut-être dans l'autre inverse, peu importe. Mais en tout état de cause, ils l'ont reprise en disant: ah bon, ben, si Aristote dit qu'il faut trouver une première cause de tout, ou un premier moteur immobile, ben nous on va appeler cette première cause Dieu. Mais ça, c'est une surinterprétation, bien sûr, de ce que dit Aristote. Deuxième caractérisation. Il y a une science qui étudie l'être en tant qu'être, ou l'étant en tant qu'étant. Elle ne se confond avec aucune des sciences particulières, car celle-ci découpe une certaine partie de l'être. C'est seulement de cette partie qu'elle s'étudie la finité. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il y a des sciences particulières et une science générale. La science générale, c'est, selon Aristote, la science première, la science de l'état en tant qu'étant, la science de l'être en tant qu'être, ce que nous appelons, depuis les commentateurs d'Aristote, la métaphysique. Alors, voici ce que dit Kant. Alors, Kant dit ceci, cette phrase, en 1770, c'est-à-dire justement avant sa philosophie critique, à une époque où il croyait encore à la possibilité d'une métaphysique au sens traditionnel. Et il le dit très très bien, Kant. Comme d'habitude, c'est d'une clarté limpide, même si ensuite, 10 ans après, c'est complètement contredit. Voilà ce que dit Kant. Les pensées sensitives, c'est-à-dire finalement les sensations, les perceptions, etc., sont les représentations des choses telles qu'elles apparaissent. Mais les pensées intellectuelles sont les représentations des choses telles qu'elles sont. Donc finalement, tant qu'on se cantonne à la sensibilité, on voit que les apparences. Mais quand on exerce notre intellect,
on est capable de remonter aux choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, indépendamment de nous, indépendamment de notre capacité de percevoir. Vous voyez ? Donc le rêve de Kant ici, manifestement, c'est de remonter à l'absolu par le biais de la raison. Chose que, 10 ans après, il a déclaré, probablement à juste titre, impossible. Alors Bergson, je vous l'ai dit, hein, peut-être que je ne reviens pas là-dessus, pour Bergson, la métaphysique, c'est ce qui, véritablement, c'est cette discipline qui entre à l'intérieur des choses qu'on veut décrire, qui essaye de les décrire, au fond, par leur face cachée, par leur face privée. Par exemple, nous nous connaissons par l'intérieur, mais nous ne connaissons pas les autres choses par l'intérieur. Alors nous utilisons nos sens et notre raison pour essayer de les connaître. Pour Bergson, on peut entrer dans les choses, dans l'intérieur des choses, par l'intuition et l'empathie. Et pour lui, c'est ça que doit faire la métaphysique. Et enfin, une belle citation, une citation que j'adore d'Emmanuel Levinas. Le désir métaphysique, dit Levinas, n'aspire pas au retour, car il est le désir d'un pays où nous ne naquîmes point, d'un pays étranger à toute nature qui n'a jamais été notre patrie et où nous ne nous transporterons jamais. Donc la métaphysique, au fond, c'est la nostalgie d'un endroit où nous ne pouvons pas aller. C'est un endroit que nous ne connaissons pas, c'est un endroit qui est au-delà des apparences. Nous essayons de le reconstruire par le biais de la raison, mais c'est la reconstruction d'un lieu que nous ne connaissons pas directement, que nous ne pouvons connaître que par, justement, reconstruction rationnelle, a posteriori. Donc au fond, c'est un monde qui nous est étranger. Ce monde d'au-delà des apparences nous est étranger. C'est ce que nous dit Levinas. Alors, la question maintenant qu'on va se poser, c'est, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, la science et la métaphysique, c'est quand même assez différent. La science, disons, a pour objet, comme le disait Duhem, de sauver les apparences, c'est-à-dire d'expliquer les choses qui apparaissent, alors que la métaphysique veut exercer sa raison pour aller au-delà des apparences vers les choses qui sont dans l'absolu. Donc il y a quand même une différence majeure. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, les deux disciplines sont nées pratiquement en même temps des mêmes auteurs. Platon, Aristote en particulier, et peut-être Parménide, je vous le dirai tout à l'heure. Donc ces deux disciplines qui sont nées des mêmes auteurs, dans les mêmes circonstances, et des mêmes, au fond, des mêmes désirs de connaissance, ne doivent pas être complètement étrangères. Alors, par exemple, les sciences ont parmi leurs désirs et leurs projets d'aller chercher les causes de ce qui est observable. Mais la différence, c'est que les sciences ne prétendent pas finir par dénicher la cause ultime, première, la cause de toutes les causes, et de s'arrêter là, définitivement, et de ne plus rien dire à tout jamais. Car les sciences se reconnaissent toujours et à toute étape faillibles, et à toute étape incomplètes. Et elles pensent qu'elles doivent effectivement sans cesse rechercher au-delà de ce qu'elles ont atteint comme objectif à un moment donné de leur histoire. Un autre objectif qui est tout à fait commun, qui est voisin donc, de celui de la métaphysique, c'est d'aller chercher les mécanismes cachés. Alors par exemple, Leibniz disait ceci, il disait qu'au fond, les sciences comme la métaphysique ont pour but de chercher ce qui explique le mouvement des aiguilles sur le cadran de l'horloge. C'est-à-dire, qu'est-ce qui explique le mouvement des aiguilles sur le cadran de l'horloge, si ce n'est les mécanismes qui sont cachés derrière le cadran de l'horloge, c'est-à-dire les rouages, les poids et autres mécanismes d'échappement. Donc, le but de la science, c'est bien ça. C'est de faire ce que ce personnage célèbre fait ici, c'est-à-dire percer l'écran des apparences, ici l'écran de la voûte céleste, pour aller voir le domaine des mécanismes, le domaine des sphères, des rouages, et tout ce qui est susceptible d'expliquer ce que l'on voit sur la voûte céleste. Voilà un petit peu l'idée. Bien.
Mais évidemment, alors par exemple, juste un exemple de ça, l'hypothèse de l'atome. Pendant 2500 ans, l'atome n'était qu'une hypothèse. On n'avait jamais vu un atome, d'accord? Et pourtant, on estimait que ça expliquait beaucoup d'apparences. Par exemple, chez les premiers atomistes grecs, qu'est-ce qui était expliqué par les atomes? Eh bien, c'était les phénomènes d'expansion et de raréfaction. Les phénomènes de contraction des gaz et d'expansion des gaz, d'accord? Et là, on se disait, comment se fait-il que des fois, il y a des gaz qui sont rares et d'autres fois, des gaz qui sont très comprimés, qui sont très concentrés? Eh bien, la raison, d'après les atomistes, c'est que tous les gaz étaient faits d'atomes et de vide, et que lorsqu'on comprimait les gaz, on rapprochait les atomes. Et c'est ça qui expliquait, justement, la densification. Voilà des choses qui étaient expliquées à l'époque par l'hypothèse des atomes. Et après, il y a eu plein de choses qui ont été expliquées par l'hypothèse des atomes, en particulier en chimie, vous savez. Bien. Mais, alors, est-ce qu'on peut vraiment dire à ce moment-là que la physique, c'est une sorte de métaphysique? C'est tentant, puisque, au fond, je vous ai dit que les deux objectifs principaux des chercheurs scientifiques, en tout cas pendant très longtemps, ça a été de mettre la main sur les causes cachées ou sur les mécanismes cachés des apparences. Et, de façon très amusante, Einstein le dit exactement comme ça, de cette façon un petit peu presque naïve. Il le dit, la véritable difficulté tient à ce que la physique est une sorte de métaphysique. C'est ce que dit Einstein. La physique est une sorte de métaphysique. On peut le croire, hein, si c'est un physicien qui le dit. Alors, pourquoi dit Einstein? Pourquoi je peux dire que la physique est une sorte de métaphysique? Parce que la physique décrit ou prétend décrire la réalité. C'est-à-dire quelque chose qui est au-delà des apparences et qui est pris en compte, par exemple, par les mathématiques. C'est-à-dire, dirions-nous, par une forme platonicienne, par quelque chose qui est formel, un formalisme, d'accord? Bon, mais après, juste après cet énoncé d'une ambition colossale, la physique est une sorte de métaphysique, car la physique décrit la réalité, Einstein, comme d'habitude, avec beaucoup d'humour, rectifie le tir et inverse la proposition. Et il dit: or, nous ne savons pas ce qu'est la réalité, nous ne la connaissons qu'à travers la description qu'en donne la physique. Vous voyez, c'est ça le problème. Comment dire que la physique décrit la réalité, puisque par définition, on s'est donné comme but, dans la physique, de décrire la réalité. On s'est même posé comme axiome que les formalismes de la physique étaient des descriptions de la réalité. Vous savez, c'est pas une certitude, hein. C'est un axiome d'un certain nombre de physiciens. Bon, et là, il y a un problème. Vous voyez, la physique prétend décrire la réalité, mais il n'y a aucun autre moyen de connaître la réalité que la physique. Alors, comment savoir si la description de la réalité que donne la physique est adéquate à la vraie réalité, à la réalité réelle? Alors, on ne peut pas savoir. Et d'ailleurs, Kant nous le dit très bien dans un ouvrage de logique de 1780 à peu près. Kant dit ceci: puisque l'objet est hors de moi et que la connaissance est en moi, tout ce que je peux apprécier, c'est si ma connaissance de l'objet s'accorde avec ma connaissance de l'objet. Ça paraît tautologique, et ça l'est. Pourquoi? Supposons que je dis, ok, voilà, j'ai une connaissance de l'objet. Je veux savoir si la connaissance de l'objet s'accorde avec la réalité. Comment puis-je savoir si elle s'accorde avec la réalité? C'est en obtenant une connaissance de l'objet. D'accord? Je ne peux connaître si ma connaissance est conforme à l'objet qu'en acquérant une connaissance de l'objet. Donc, je suis obligé d'établir une concordance entre ma connaissance de l'objet et ma connaissance de l'objet. C'est ce que dit Kant, et il semble bien qu'il n'ait pas tort. Évidemment, vous allez sûrement objecter, parce que vous connaissez le fonctionnement des sciences, que le type de connaissance que proposent les sciences est d'ordre théorique, et le type de connaissance qu'on leur oppose, qu'on met en regard, est d'ordre pratique, c'est-à-dire expérimental. Et donc, c'est pas la connaissance
qui doit s'accorder avec la connaissance sans précision, c'est la connaissance théorique qui doit s'accorder avec la connaissance expérimentale. C'est déjà un peu mieux, mais on ne sort pas complètement du cercle. Alors, donc, la science moderne de la nature, comme je vous le disais, est née du rêve de Platon. Et elle est née de la reconcrétisation disons dans les premières années du XVIIe siècle, la reconcrétisation du rêve de Platon, qui était d'accéder à une forme mathématique, à un élément de formalisme, qui soit à la fois plus réel que les apparences et qui permette de rendre raison des apparences. D'accord ? Alors, pendant 17 siècles, ce rêve est resté pratiquement lettre morte. Il y a eu quelques réalisations, plutôt bien. Par exemple, la théorie de la statique d'Archimède, ou encore la théorie du mouvement de Nicolas Orem au XIVe siècle. Mais bon, à part ces quelques réalisations ponctuelles de l'idéal platonicien, ça n'avait pas beaucoup avancé. Et puis un jour, Galilée a décidé de s'y remettre. Et vous allez voir que si Galilée a décidé de s'y remettre, et que c'est ça qui a donné le point de départ de la science moderne de la nature, c'est que Galilée avait autre chose en main que le simple idéal platonicien de formalisation théorique des connaissances du monde. Mais commençons justement par cet idéal. Galilée dit ceci, dans une citation très célèbre. « On ne peut comprendre l'univers si on ne s'exerce pas à en connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Or, il est écrit dans une langue mathématique, et les caractères en sont les triangles, les cercles et d'autres figures géométriques. » Donc, Galilée pose que le langage dans lequel on peut comprendre la nature est la mathématique, c'est-à-dire au fond le rêve de Galilée, et il va effectivement édifier une science mathématique de la nature qu'on appelle depuis la physique. Johannes Kepler avait également commencé dans cette direction-là, dans un de ses premiers ouvrages, qui s'appelait L'harmonie du monde. Il avait montré que les orbites des planètes pouvaient finalement être déduites, en tout cas les distances entre les orbites des planètes et le Soleil pouvaient être déduites d'une inscription de ces orbites des planètes dans les solides fondamentaux de Platon. Donc manifestement, le rêve platonicien avait sa réalisation au XVIIe siècle. L'idée de Kepler est un peu tombée dans l'oubli, parce que c'était une idée purement, je dirais, sans fondement pratique. C'était juste comme ça, une formulation de la beauté, de l'harmonie des solides platoniciens. Par contre, l'idée de Galilée a une fortune fantastique. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'idée justement de Galilée n'était pas seulement de décrire le monde par les mathématiques, c'était de confronter cette proposition de lecture du monde par les mathématiques à une expérience, une expérimentation elle-même mathématisée. Et c'est ça le point crucial, c'est ça le moment où la science moderne de la nature est née. C'est pas le jour où on a dit on va mathématiser la nature, c'est pas non plus le jour où on s'est dit on peut utiliser la nature à nos propres fins si on a des bonnes technologies, c'est le jour où on a marié les deux de façon profonde et étroite. Regardez ceci. Ça, c'est l'expérience du plan incliné de Galilée. Galilée, il étudie la chute des corps en accomplissant deux gestes. Le premier, c'est de faire rouler les boules sur un plan faiblement incliné au lieu de les faire tomber. Ça permet de les ralentir. Et donc, de faire des mesures précises du temps. Mais là, le deuxième geste absolument crucial, c'est de mettre à des intervalles bien déterminés des petites cloches. Des petites cloches qui vont tinter au moment où les boules vont arriver. Mais les cloches, elles sont disposées non pas de façon régulière, mais de façon, comme on le dit, en proportion géométrique. C'est-à-dire avec des distances de plus en plus grandes les unes des autres.
dans une proportion qui correspond à ce que Galilée prévoyait pour la chute des corps. Donc finalement, l'expérimentation de Galilée est d'emblée mathématisée. Galilée force la boule à tomber dans un cadre pré-mathématisé. Et c'est ça le geste clé de la science moderne de la nature. Et c'est ce que dit Emmanuel Kant dans la critique de la raison pure. Lui, il a parfaitement compris ce qui s'est passé au temps de Galilée. Il dit ceci: lorsque Galilée fit rouler sur un plan incliné les boules dont il avait lui-même déterminé la pesanteur, une nouvelle lumière vint éclairer tous les physiciens. Ils comprirent que la raison n'aperçoit que ce qu'elle produit elle-même d'après ses propres plans. La science demande à la nature de l'instruire, non pas comme un écolier qui se laisse dire tout ce qu'il plaît au maître, mais comme un juge qui a le droit de contraindre les témoins à répondre aux questions qu'il leur adresse. Donc c'est ça le point clé. C'est, comme le dit Kant, qu'on ne va pas avoir d'un côté le formalisme et de l'autre côté une observation qui n'a rien à voir, et en essayant de comparer les deux, on va mettre en scène expérimentale la mathématisation qu'on propose. Et c'est ça le point absolument crucial. Souvent on dit « c'est bizarre que les mathématiques correspondent si bien à la nature ». Ben ici, on voit très bien pourquoi. On comprend que, en vérité, les mathématiques ne correspondent pas à la nature, elles correspondent à notre mise en scène pré-mathématisée de la nature. C'est déjà beaucoup, parce que ainsi, on peut véritablement en tirer profit, utiliser les capacités de prévision des mathématiques. Bien, alors, comme je vous ai dit, les sciences et la métaphysique ont longtemps eu partie liée. Et je pense que le tournant de la séparation entre science et métaphysique est probablement arrivé un peu après Galilée, au temps de Newton. Au temps de Newton, on se posait la question, mais qu'est-ce donc que la gravitation? Vous voyez cette question, qu'est-ce que la gravitation? Quelle est la nature de la gravitation? Quelle est l'essence de la gravitation? Qu'est-ce que cette gravitation qui se manifeste par des effets sensibles, des effets apparents, comme par exemple la chute des corps, mais qu'on ne peut pas voir, parce qu'elle pèse, elle tire les corps vers le bas, mais elle, on ne la voit pas. Alors quelle est sa nature? Qu'est-ce qu'il y a derrière les apparences? Voilà ce qu'on voulait savoir. Alors, Descartes avait fait des hypothèses. Il avait dit que la gravitation est due à des tourbillons qui créent une force centrifuge, et la force centrifuge, quand un corps pesant est dans un tourbillon où il y a la force centrifuge, le corps pesant subit ce qu'on appelle une force centripète, c'est-à-dire vers le centre, par opposition à la force centrifuge, c'est-à-dire celle qui fuit le centre. Et donc pour Descartes, la gravitation avait cette nature-là. Elle était causée par des tourbillons. Voilà la cause première de la gravitation, voilà la nature, l'essence de la gravitation d'après Descartes. D'après Newton, c'était encore plus métaphysique, si on peut le dire, du moins dans ses ouvrages de 1664, un ouvrage qui s'appelle « De la gravitation ». Il dit que l'espace, c'est l'organe d'essence de Dieu. Et donc, Dieu, quand il voit deux corps dans l'espace, eh bien, il leur impose une force qui les attire l'un vers l'autre. Vous voyez, voilà l'explication de la gravitation selon Newton. Donc là, après avoir dit ça, Newton avait l'impression d'avoir élucidé la nature de la gravitation. Mais, quelques années après seulement, en 1787, en 1687, il publie les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Et dans ce livre, il suspend toute question sur la nature de la gravitation et il s'en tient à la description mathématique des effets de la gravitation. Et en particulier, il formule cette fameuse loi qui est la loi dite de la gravitation universelle, où les deux masses s'attirent en raison inverse du carré de leur distance mutuelle. Et là, vous voyez Newton qui, en quelque sorte, s'envoie des avertissements à lui-même. Il se critique lui-même. Il critique ses propres conceptions d'il y a environ 20 ans. Il dit ceci: il faut raisonner sur les phénomènes sans feindre d'hypothèse. C'est-à-dire, il ne faut pas faire d'hypothèse sur la nature de la gravitation.
Il faut se contenter d'établir des relations légales, mathématiques, entre les phénomènes. Il faut formaliser les relations entre les apparences, sans essayer de crever le rideau des apparences et d'aller derrière. D'accord ? Ou encore, dans cette lettre de 1713, Newton dit ceci: tout ce qui ne se déduit pas des phénomènes est une hypothèse. Les hypothèses métaphysiques, physiques, mécaniques ou des qualités occultes ne doivent pas être reçues dans la philosophie expérimentale. D'accord ? Donc toutes les hypothèses sur la nature des choses doivent être bannies de ce qu'il appelait la philosophie naturelle ou la philosophie expérimentale, c'est-à-dire ce que nous appelons la physique. Et là, vous voyez, c'est fini. Il y a le clivage entre science, physique d'un côté, et métaphysique de l'autre. D'accord ? De ça, les philosophes des Lumières en ont tiré les leçons, bien sûr. Ils se sont dit, voilà, c'est ça la grande mutation de la science contemporaine. C'est une science qui, en décidant de ne plus faire d'hypothèses sur la nature des choses, a atteint un degré de certitude ultime. Curieusement, en renonçant à connaître l'absolu, les sciences ont réussi à atteindre la certitude. Certes, un degré moindre de certitude, puisqu'il ne s'agit plus que de certitude sur la connexion mathématique légale entre phénomènes et non pas sur la nature des choses qui sont par-delà les phénomènes, mais c'est déjà pas mal. Et donc c'est ce que nous disent des philosophes du XVIIIe siècle, comme David Hume et Emmanuel Kant. Alors voilà ce que nous dit Hume. Hume est très dur avec la métaphysique, c'est le plus dur. Vous savez qu'on l'appelle un philosophe empiriste, c'est-à-dire qu'au fond il ne croit qu'aux apparences sensibles, d'accord ? Et tout le reste n'est que métaphysique. Voilà. À l'époque, on peut déjà dire ça comme un reproche. Ce n'est plus que de la métaphysique. Alors voyons ce que dit Hume, c'est très joli en plus. Poussons notre imagination vers les cieux, ou vers les limites ultimes de l'univers, nous n'avançons jamais d'un pas au-delà de nous-mêmes. Et oui, donc on a beau regarder très très loin, faire des hypothèses fantastiques, raisonner comme des fous, etc., on ne sort pas de nous-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'on ne sort pas de notre expérience sensible et on ne sort pas de notre pouvoir rationnel. C'est nous qui faisons tout ça. Et c'est ça que nous rappelle Hume avec une ardeur déflationniste extrême qui a vivement frappé Kant. Vous vous rappelez que Kant disait avec la raison on peut atteindre les choses telles qu'elles sont. Mais quand il a lu Hume, il a eu un frisson et il s'est dit non, je ne peux pas. En fait, Hume a raison, oui, si j'ose dire, la rationalité n'est pas capable de percer le rideau des apparences vers les choses telles qu'elles sont. Et du coup, Kant fait une critique de la métaphysique. Alors, mais il a trois attitudes un petit peu contradictoires en apparence. Une attitude qui est très proche de celle de Hume, c'est la première. Il rejette le rêve métaphysique d'un domaine suprasensible, d'un domaine au-delà des apparences. Donc il est d'accord avec Hume sur ce point. Il ne faut pas aller plus loin que les apparences, il faut faire comme dit Newton, c'est-à-dire connecter légalement les apparences. Mais tout de même, Kant reconnaît que la spéculation métaphysique a une valeur pour motiver nos recherches. Ça nous attire, ça nous enchante, ça nous fait rêver la métaphysique. Et donc c'est peut-être pas mal de garder ce rêve, même si on sait que ce n'est qu'un rêve. La troisième attitude de Kant vis-à-vis de la métaphysique, c'est de lui redonner une définition complètement différente de la définition habituelle, qui est justement la définition du dépassement, d'aller au-delà des apparences. Mais dans le cas de Kant, il s'agit plutôt de se demander en quoi la raison a des capacités ou n'a pas des capacités à accomplir un tel dépassement. Et donc finalement, pour Kant, la vraie tâche de la métaphysique, c'est d'examiner la raison comme faculté humaine. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler une métaphysique réflexive, une métaphysique qui se tourne vers nous, vers nos capacités. Voilà, vous voyez que c'est ces trois gestes importants. Rejet de la métaphysique, admission que la métaphysique peut être un rêve, disons, fonctionnel, et redéfinition de la métaphysique. Alors voilà, par exemple, contre la métaphysique, ce que nous dit Kant, c'est ceci.
La métaphysique est une connaissance spéculative de la raison qui s'élève au-dessus de l'enseignement de l'expérience. Or, elle n'a pas été factorisée du destin pour prendre le chemin sûr d'une science. Vous voyez, ce que dit Kant, c'est que, voilà, on sait ce qu'on a déjà fait dans le passé sous le nom de métaphysique, on a spéculé sur la nature du monde avec notre raison, et le résultat est maigre, parce qu'on a abouti à plein de doctrines, les gens ne s'accordent pas entre eux, et finalement, la connaissance métaphysique n'a pas eu un sort heureux. Alors que la connaissance scientifique, les mathématiques et la physique, elles, ont connu un sort heureux, puisque tout le monde s'accorde pour dire que la géométrie euclidienne et la physique newtonienne sont exactes. D'accord? Donc, un peu de modestie. La certitude qu'on ne peut pas obtenir en rêvant des au-delà, on pourra peut-être l'obtenir en se contentant de ce qu'il y a là et en l'ordonnant mathématiquement. Et là, Kant donne une très belle métaphore pour dire en quoi la raison doit s'en tenir à ce qu'elle sait faire. Qu'est-ce qu'elle sait faire, la raison? Elle sait établir des concepts qui mettent en relation des phénomènes, mais elle ne sait pas établir des concepts qui vont au-delà des phénomènes. Voilà, c'est très simple, l'idée de Kant. Et Kant donne une belle métaphore. Lorsque, dans son libre vol, la colombe légère fend l'air dont elle sent la résistance, elle pourrait s'imaginer qu'elle réussirait mieux encore dans le vide. D'accord? C'est-à-dire, la colombe, plus elle s'élève, plus elle sent de l'air raréfié. Et elle sent qu'elle avance plus vite. Mais est-ce qu'elle doit s'enhardir jusqu'à se dire bah, je vais mieux voler dans le vide? Non, parce que à ce moment-là, elle n'aurait plus d'air. Bien, l'idée est exactement la même pour la raison. La raison travaille d'autant mieux qu'elle va dans l'abstraction. Mais est-ce qu'elle doit aller dans l'abstraction jusqu'à éliminer toute composante sensible? Kant dit non, pas plus que la colombe ne peut évoluer dans le vide, la raison ne peut évoluer dans l'absence totale de connexion au phénomène et à l'expérience. Voilà. Donc là, c'est l'énoncé des limites de la raison selon Kant. La raison ne peut être que purement scientifique, elle ne peut pas être métaphysique. Bon, comme je vous disais, par ailleurs, Kant dit que la métaphysique guide nos efforts. Peut-être que je vais un petit peu passer là-dessus, parce que c'est assez... ou lire simplement la dernière citation. Donc Kant, comme je vous disais, a retenu la leçon de Hume, la critique de la métaphysique, mais quand même, il dit, Hume a peut-être poussé le bouchon un peu loin. Et il dit ceci. Hume a perdu de vue le dommage qui résulte du fait d'ôter à la raison ses perspectives, d'après lesquelles seule elle peut fixer à la volonté le but suprême de tous ses efforts. C'est-à-dire, en rêvant d'un objectif métaphysique, la science se donne une motivation pour pousser ses recherches. C'est ce que Kant appelle les idéaux régulateurs. Ce ne sont que des idéaux, ça n'existe pas, ça n'existe que dans notre tête. Mais ils règlent notre recherche, ils règlent les méthodes que nous employons pour chercher. Et donc, ils ne sont peut-être pas si inutiles que ça. Vous voyez ? Et enfin, la nouvelle définition de la métaphysique, je vous l'ai dit, c'est la définition réflexive, l'examen des pouvoirs qu'a la raison de faire ce qu'elle prétend faire, c'est-à-dire percer au-delà des apparences. Et voilà les citations de Kant, la métaphysique est la science des limites de la raison humaine. Alors là, c'est complètement différent de ce que je vous ai dit. Hein. Il a changé le sens du mot. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec la métaphysique telle que Aristote, Platon, etc. la rêvé. Et aussi d'ailleurs les prédécesseurs de Kant, comme Leibniz. Bon, ben voilà. Vous voyez donc, voilà les trois attitudes de Kant. Eh bien, on va les retrouver lorsque nous allons examiner le cas de la physique quantique. Donc on fait un grand saut dans le temps, on passe en 1925, 26, 27, et on examine la physique quantique. Alors, la naissance de la physique quantique est probablement le siège d'une tension entre un rêve métaphysique encore bien vivant et une critique ouverte de la métaphysique. Et cette tension prend la forme de ce qu'on pourrait appeler la querelle des images en physique quantique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut donner une image du monde qui convienne
au formalisme de la physique quantique, ou est-ce qu'on ne peut pas donner une telle image du monde? Donc il y a des physiciens qui disaient oui, on peut donner une image du monde, et d'autres qui disaient non, on ne peut pas donner une image du monde. Alors, dans les premières années de la théorie des quanta, c'est-à-dire avant ce qu'on appelle la mécanique quantique à proprement parler, qui n'est née qu'en 1925, avant 1925, il y avait ce qu'on appelle l'ancienne théorie des quanta, l'hypothèse de la quantification de Planck, l'hypothèse du photon d'Einstein, l'hypothèse de l'atome de Jean Perrin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'ancienne théorie des quanta. Donc, avant la mécanique quantique proprement dite, avant 1925, on avait des hypothèses comme, par exemple, que la lumière est faite de petits grains, ce qu'on a appelé depuis des photons, ou des quantas de lumière, pour le dire comme Einstein. Ou alors que la matière est formée d'atomes, c'est-à-dire de petits grains de matière, et ainsi de suite. Bon. Et que dit justement Jean Perrin dans son fameux livre « Les atomes », quand il justifie toutes les preuves, en tout cas tous les arguments qui lui semblent assez concluants en faveur de l'existence des atomes, il dit que le propos de la théorie des atomes, c'est d'expliquer du visible compliqué par de l'invisible simple. Donc, le visible compliqué, c'est toutes les apparences, c'est le chatoiement de l'eau liquide, solide, gazeuse, c'est les miroitements du diamant, et que sais-je encore. Eh bien, tout ça est expliqué par de l'invisible simple, c'est-à-dire simplement des atomes, des petits grains de matière disposés selon certaines configurations géométriques. C'est un peu le rêve de la métaphysique, ça. C'est expliquer les apparences par quelque chose qui est derrière le voile des apparences. Bon, la petite différence entre la métaphysique et l'hypothèse des atomes, et elle est notable, c'est que l'hypothèse des atomes n'était pas considérée comme en principe inobservable. Elle n'était que, disons, provisoirement inobservable. On pensait que peut-être un jour on pourrait observer des atomes, mais à l'époque on ne pouvait pas. Et donc la différence entre l'invisible des scientifiques et l'invisible des métaphysiciens, c'est que l'invisible des métaphysiciens peut très bien être invisible en principe, alors que l'invisible des scientifiques est invisible seulement en pratique. Mais, comme je vous le disais, à la naissance de la mécanique quantique, tout a changé. On s'est rendu compte que ces images qu'on se proposait à l'époque de l'ancienne théorie du quantum, l'image des atomes, l'image dans les atomes des petits électrons qui tournent sur des orbites autour des noyaux, et ainsi de suite, tout cela avait eu son heure de gloire, avait donné quelques résultats intéressants, mais aboutissait vers les années 1920, 1922, 1924 à quantité de contradictions avec les expériences. Et donc on se disait, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il faut changer d'image, mais on ne voyait pas laquelle, soit il faut, et c'est ce qu'a proposé Heisenberg, abandonner complètement les images. Fini les images. C'est ce que Heisenberg a appelé dans son article de 1925 la réduction aux observables. Je ne veux plus parler de quelque chose qui est derrière les apparences, je me contente d'une théorie qui prédit les apparences. Et cette théorie qui prédit les apparences et rien de plus, qui n'essaie pas de faire des hypothèses sur ce qu'il y a derrière les apparences, c'est ce qu'on a appelé depuis la mécanique quantique. C'est celle-là, c'est notre théorie actuelle qui est née sous les auspices d'un abandon des images. Donc vous voyez, au fond, le geste de Heisenberg ressemble à s'y méprendre, mais avec un degré de radicalité en plus, à celui de Newton. Newton qui dit, je ne fais plus d'hypothèses sur ce qu'il y a derrière les apparences, je me contente de lier les apparences. Et Heisenberg fait un geste de plus, c'est pour ça que je vous ai dit un degré de radicalité en plus, c'est qu'il dit, non seulement je ne peux pas savoir ce qu'il y a derrière les apparences, mais en plus, je ne peux même pas décrire les apparences mathématiquement. Tout ce que je peux faire, c'est prédire avec des évaluations probabilistes ce qui va arriver dans mon laboratoire. Donc vraiment là, vous voyez que Heisenberg a diminué grandement la prétention, disons, paramétaphysique ou quasi-métaphysique de la physique. Donc l'idée d'Einstein, la physique est une sorte de métaphysique, a été fortement critiquée par Heisenberg.
Bohr a essayé de compenser un peu ça en disant ok, je vois, on ne peut pas utiliser une seule sorte d'image pour décrire les processus microscopiques. Mais peut-être qu'on peut utiliser plusieurs images complémentaires les unes des autres et qui, sans pouvoir être prises au sérieux comme image réelle de la réalité des choses qui sont derrière le phénomène, vont en tout état de cause nous aider, nous guider. Donc finalement, pour Bohr, les images quasi métaphysiques des choses ont une fonction, un peu comme chez Kant, elles ont une fonction pour guider le chercheur dans sa recherche. Par exemple, la fameuse image de la dualité entre corpuscules. Pour De Broglie, il fallait la prendre au sérieux, mais pour Bohr, il ne fallait pas la prendre au sérieux. Il fallait juste considérer que c'était deux images qui nous aidaient mentalement, mais qui n'avaient pas plus de réalité que quoi que ce soit d'autre qui aille au-delà des phénomènes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette idée de limiter le pouvoir de la raison, limiter la tentative de reconstruire quelque chose au-delà des phénomènes, a abouti à ce qu'on a appelé les relations d'incertitude de Heisenberg. Alors on pourrait dire c'est dommage, la raison s'est limitée elle-même, elle a finalement abouti à quelque chose de plus faible que ce qu'on avait dans le passé. Oui, mais l'instrument mathématique qui décrit les limites du pouvoir de la raison humaine dans le domaine subatomique et microscopique, c'est une formule mathématique qui est d'une puissance considérable et qui elle-même a un pouvoir prédictif. D'accord ? Voilà. Alors, ce sont donc les relations d'incertitude. Je passe là-dessus et j'en reviens tout de suite justement aux conséquences. Donc, comme je vous disais, les relations d'incertitude de Heisenberg, ce sont des mathématisations des limites de la théorie vis-à-vis de toute tentative de dépasser le champ des phénomènes. Ok ? Donc apparemment, tout est négatif dans cette histoire. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. On est incertain, on est indéterminé, etc. Ok. Enfin, du moins, soit on est incertain, soit la nature est indéterminée, mais en tout cas, il y a une limite. On ne peut pas aller au-delà. Impossibilité du dépassement. Et impossibilité du dépassement, comme je vous ai dit, c'est impossibilité du rêve métaphysique. D'accord ? Bon. Est-ce qu'il faut regretter ça? La réponse est non, parce que la science physique en a fait un usage extraordinaire de ces limites qui ont été posées par Heisenberg. Par exemple, elle nous permet de calculer la largeur des raies spectrales. La quatrième relation d'incertitude nous permet de calculer la largeur des raies d'émission du rayonnement par les atomes. Donc voilà, cette loi, qui est une loi de limitation de nos connaissances, nous offre de nouvelles connaissances. C'est ça la chose passionnante dans cette histoire. Ou encore, elle a permis, cette même loi, la relation d'incertitude de Heisenberg, cette même loi limitative, elle a permis de prévoir l'énergie de point zéro du vide, la création des paires de particules-antiparticules, l'effet Casimir. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet Casimir. L'effet Casimir, c'est, imaginez deux plaques de métal que vous les mettez dans le vide. Alors il ne devrait rien se passer. Deux plaques de métal dans le vide, on ne voit pas ce qui pourrait leur arriver. Eh bien si, on observe, à notre grande stupéfaction, que les plaques se rapprochent. Elles sont comme poussées par une force. Qu'est-ce que c'est que cette force? Personne ne comprenait rien. Et puis alors Casimir, justement, en 1948, a posé la question à Bohr. Et il a dit, qu'est-ce que ça peut être, ce truc, cette histoire de plaques qui se rapprochent? Et Bohr a dit, ça doit avoir quelque chose à voir avec l'énergie de point zéro du vide. Et Casimir a fait des calculs là-dessus, et il a trouvé qu'effectivement, ce qui se passait, c'est qu'il y avait plus de création de particules antiparticules à l'extérieur des plaques qu'à l'intérieur des plaques, pour des raisons qui ont à voir avec les modes d'accord de phase des ondes associées aux particules entre les deux plaques. Et ceci ne pouvait pas être prévu sans les relations d'incertitude de Heisenberg. Donc on peut en tirer un enseignement général. L'enseignement positif de cette
limitation, donc cette négativité que s'est imposée la physique, c'est-à-dire cette notion, c'est que les limites de la connaissance tracent la forme du domaine commun. Ça, c'est passionnant. Bien. Alors, donc, où on en est maintenant de notre réflexion sur la physique quantique? Presque 100 ans de réflexion. Vous savez, on vous raconte partout que la physique quantique, c'est une théorie difficilement compréhensible, qu'elle est pleine de paradoxes, qu'il y en a 25 interprétations, que personne n'arrive à se mettre d'accord sur la façon dont il faut voir la physique quantique. Peut-être précisément parce qu'au fond, les physiciens, alors une des hypothèses, c'est l'hypothèse que je vous formule maintenant, c'est que la raison pour laquelle ça semble si difficile de mettre tout le monde d'accord sur la physique quantique, c'est que quand les gens disent qu'ils veulent comprendre la physique quantique, c'est qu'ils veulent formuler une image du monde qui soit en accord avec le formalisme de la physique quantique. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. D'accord ? Que doit être le monde pour s'accorder avec ce formalisme bizarre de la physique quantique? Est-ce qu'il faut, par exemple, que les particules aient des communications quasi télépathiques à distance? Est-ce qu'il faut que les chats soient mi-vifs, mi-morts, etc., etc. Bon. Donc c'est ça la question qu'on se pose. Depuis environ 3, 4, 5 ans, tout un nouveau courant est apparu. Un courant que, je dois dire, j'ai un tout petit peu anticipé philosophiquement, mais sans la base que ces physiciens peuvent avoir. Alors, les physiciens en question, c'est Christopher Fuchs, Rüdiger Schack, David Mermin, Richard Gillet, etc., etc. Et voilà ce que dit Richard Gillet sur ce qu'il a appelé la révolution quantique de la philosophie. La révolution quantique de la philosophie. C'est pas la révolution philosophique. Bon, c'est pas la révolution quantique tout court. C'est pas la révolution que la philosophie aurait tirée de la physique quantique, etc. C'est vraiment une révolution philosophique qu'impose la physique quantique. Quelle est cette révolution? Ici encore, je peux dire, c'est une radicalisation du geste de Newton, repris par Kant. Voici ce que dit Gillet. Le principal obstacle qui s'oppose à la compréhension de la mécanique quantique n'est pas notre incapacité à imaginer le monde qu'elle décrit, mais l'hypothèse qu'elle doit être interprétée comme une description du monde. J'espère que vous voyez ce qu'il me dit. Si vous ne voyez pas, je vais vous expliquer. Il veut dire que tout le monde jusque-là a essayé de se demander qu'est-ce que doit être le monde pour être décrit par la physique quantique. La physique quantique doit décrire le monde et on se demande comment elle le décrit. Quel genre de monde elle nous décrit. Et là, ce qu'il a dit, c'est que peut-être elle décrit absolument pas le monde. Mais pas du tout. Du tout. Rien de monde. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait si elle ne décrit pas le monde? Eh bien, ce qu'elle fait, c'est tout simplement nous donner les moyens d'ordonner rationnellement l'ensemble de nos prédictions sur les événements expérimentaux qu'on suscite par nos appareils. Rien de plus et rien de moins. Bon. Alors, ce courant-là, il a eu un développement déjà qui faisait sentir qu'il y avait quelque chose de juste dans cette approche très déflationniste. C'était l'application de la théorie quantique au modèle de la cognition humaine. Comment est-ce possible que la théorie quantique s'applique à la cognition humaine? Est-ce que la cognition humaine a quelque chose à voir avec les quarks, les électrons et les photons? Est-ce que peut-être que c'est parce que les êtres humains sont composés d'atomes? Très peu probable. Enfin, je dirais même que c'est totalement non crédible. Donc, il y a une autre explication pour laquelle la physique quantique, la théorie quantique plutôt, s'applique très bien aux décisions humaines et à la cognition humaine, comme l'a montré par exemple ce livre de Jérôme Busmeyer et Peter Broussard, qui est paru il y a très peu d'années. La raison est très simple, c'est qu'il y a un point commun négatif entre les électrons et les êtres humains.
Les électrons ne savent pas ce qu'ils sont avant qu'on leur ait posé la question. Et les êtres humains ne savent pas ce qu'ils pensent avant qu'on leur ait posé la question. Ça vous paraît un peu dur de dire ça, mais c'est un petit peu vrai. Par exemple, je vous donne un exemple ici. Je pose à quelqu'un la question de savoir qu'est-ce qu'un champignon? Que veut dire le mot champignon? On a testé, des sociologues expérimentateurs ont testé ce genre de questions et ils ont montré que les êtres humains, quand on leur pose cette question dans un magasin de fruits et légumes, vont dire un champignon, c'est presque un légume qu'on peut cuisiner dans une casserole et en faire des sauces. Et si on leur pose la question chez un concessionnaire automobile, ils vont penser à un autre sens possible du champignon, un sens certes métaphorique, mais tout à fait limité, qui est que le champignon, c'est l'accélérateur. Donc, les êtres humains répondent aux questions qu'on leur pose en fonction du contexte et en fonction de comment on leur pose les questions. C'est ce qui fait d'ailleurs que les sondages sont si difficiles à interpréter, c'est parce que souvent, les réponses que les êtres humains interrogent aux questions dépendent de l'ordre des questions. Parce que l'ordre des questions suggère quelque chose. Et donc, il y a toujours des biais. Donc voilà le genre de biais qu'on introduit. D'accord ? Ce biais-là, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler en termes techniques la contextualité des réponses aux questions, la dépendance de la réponse aux questions vis-à-vis d'un contexte d'interrogation, est exactement analogue à la contextualité des propriétés des électrons, des protons et des quarks. C'est-à-dire au fait que les propriétés des électrons, des protons et des quarks dépendent du type d'appareil et de l'occurrence de l'usage de l'appareil qu'on utilise pour mettre ces propriétés en évidence. Et là, j'ai montré l'exemple, par exemple, de l'appareil de Stern et Gerlach, qui donne des résultats différents selon que on utilise les directions de l'appareil de Stern et Gerlach dans l'ordre vertical puis horizontal puis vertical, ou au contraire horizontal puis vertical puis horizontal. Donc exactement de la même façon que la réponse des êtres humains dépend de l'ordre dans lequel on leur pose les questions, la réponse des électrons dépend de l'ordre dans lequel on leur pose des questions expérimentales. C'est ça qui explique que les êtres humains obéissent à dans des circonstances très, très particulières, les êtres humains obéissent aux mêmes lois quantiques que les électrons. Donc on se rend compte ici d'une chose très intéressante, c'est que les lois quantiques ne sont pas des lois des électrons, ce ne sont pas des lois qui nous révèlent la nature profonde des électrons, elles nous révèlent plutôt le contraire. C'est-à-dire que les électrons n'ont pas de nature profonde et qu'ils répondent en fonction de la façon dont on leur pose des questions. D'accord ? En tout cas, c'est ce que suggère cette analogie. Ceci étant acquis, eh bien, justement, il y a des physiciens qui ont mis au point des conceptions de la physique quantique tout à fait adéquates à cette découverte remarquable que l'on avait fait juste auparavant. Ils ont formulé une nouvelle interprétation de la mécanique quantique qu'on appelle le cubisme. C'est évidemment un jeu de mots avec le cubisme comme la doctrine picturale de Picasso, mais même si le jeu de mots est voulu, parce que ces chercheurs américains ont toujours un petit peu se dépassent sans rire, l'idée c'était d'en faire un acronyme d'une expression plus longue qui est quantum bayésianisme ou quantum, alors là j'ai du mal, bêta-bilitarianisme. Alors attendons. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quantum bayésianisme. Quantum bayésianisme, ça veut dire un bayésianisme quantique. Peut-être vous savez ce que c'est que les probabilités bayésiennes. Les probabilités bayésiennes, c'est des probabilités qui sont considérées comme subjectives. La probabilité bayésienne, c'est la probabilité que quelqu'un, disposant d'une certaine information, serait disposé à accorder à un certain événement.
Si vous voulez, on dit toujours que la probabilité de l'événement est fixée en fonction des connaissances préalables du chercheur, les priors. Et c'est ça, les probabilités bayésiennes. Eh bien, pour Chris Fuchs, la mécanique quantique n'est autre qu'une super théorie des probabilités bayésiennes. Et rien de plus. Pas une théorie mirifique de la nature des électrons, des protons et des quarks. Non, simplement une théorie des probabilités qui permet, dans certaines circonstances justement, où les réponses que donnent les électrons, les quarks et les protons aux questions qu'on leur pose dépendent de ces questions et dépendent en particulier de l'ordre des questions. Donc dans ces circonstances-là, la mécanique quantique est la bonne théorie des probabilités bayésiennes qui convient à ce cas. Donc, par exemple, selon Chris Fuchs, la mécanique quantique explique pourquoi, afin d'être cohérent, l'expérimentateur doit assigner la probabilité P. Mais elle n'explique pas pourquoi les électrons sont ce qu'ils sont et les protons sont ce qu'ils sont et les quarks sont ce qu'ils sont. Elle explique simplement pourquoi l'expérimentateur est contraint d'utiliser cette forme de théorie des probabilités et pas une autre. Donc finalement, vous voyez, si explication il y a, c'est une explication purement réflexive. Une explication de ce que nous faisons, pas de ce que font les électrons et les protons. Ça ressemble terriblement à la définition kantienne de la métaphysique. La métaphysique, c'est la science des limites de la raison. Là, la physique, c'est la science des limites de la capacité de prédiction humaine. Bien, mais bon, alors, le monde, quand même, dans tout ça. Maintenant, on dirait que la physique, si on croit à Chris Fuchs, la physique, elle ne dit plus grand-chose sur le monde, pour ne pas dire carrément qu'elle ne dit plus rien sur le monde. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le monde? Alors, il y a deux façons de réagir à ça. La première, c'est de dire, ok, je peux pas. Décidément, je peux rien dire sur le monde, un petit peu à la Wittgenstein. Ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire. On ne peut plus parler de ce qu'il y a au-delà de ses apparences. La physique quantique nous a signifié les limites de ce genre de discours, donc on en parle. Terminé, point final. Bon, mais il y a peut-être une autre solution, extrêmement astucieuse et intéressante, qui est plus aventureuse évidemment que la première, mais qui est plutôt excitante. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on pourrait appeler la recherche de la raison métaphysique de l'échec des métaphysiques. Quelle est la raison métaphysique de l'échec des métaphysiques? Pourquoi? Qu'est-ce que le monde doit être pour interdire de connaître les choses au-delà des apparences? Que doit être le monde pour nous interdire de connaître sa nature? Ou autrement dit, pour vous montrer à quel point c'est à la fois tendu, à la fois paradoxal et passionnant, quelle doit être la nature du monde qui explique qu'on ne puisse pas connaître sa nature? Bon, vous voyez le problème, hein? Et c'est pas facile. Bon, je passe là-dessus et j'en viens tout de suite à la conclusion. La conclusion, tiens, il y a un téléphone qui nous annonce peut-être que c'est l'heure. La conclusion est très simple. La raison proposée par John Wheeler, Chris Fuchs et beaucoup d'autres, pour laquelle le monde n'est pas capable de nous montrer sa vraie nature, c'est que nous sommes tellement enchevêtrés avec lui que nous ne pouvons pas nous en extraire et que nous ne pouvons pas le regarder comme s'il était un objet extérieur. Et donc nous ne pouvons pas en avoir une représentation. Et donc maintenant, miracle, nous pouvons nous représenter la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous représenter le monde. Et c'est un peu cette figure bizarre qu'a mise en relief John Wheeler, c'est-à-dire que finalement, l'œil qui regarde l'univers n'est autre qu'une partie de l'univers lui-même. Et donc, l'œil qui regarde l'univers ne peut pas complètement faire abstraction de sa position d'imbrication avec l'univers. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas décrire le monde, tout simplement. Voilà. Et voilà comment on retombe à peu près sur nos pattes métaphysiques. Mais évidemment, cette métaphysique, comme toutes les autres, est une aventure de la raison.
mais elle a au moins un petit quelque chose qui la rend plus intéressante que d'autres, c'est qu'elle tire les leçons des limites que les sciences imposent à la métaphysique. Voilà ma conclusion. Ah oui, tout à fait, vous avez raison. Alors, je vais vous dire, tous mes livres parlent de cette conclusion, tous, mais chacun à leur façon. Par exemple, le livre sur la mécanique quantique, c'est effectivement la mise en relief de cette extrême contextualité, de cette extrême implication de l'expérimentateur dans les expériences de microphysique. Et on peut inférer la structure de la mécanique quantique à partir justement de cette impossibilité de dissocier l'expérimentateur avec ses appareils des choses qu'il veut explorer, c'est-à-dire les atomes, les électrons, etc. Donc le premier livre, c'est celui-ci, Mécanique quantique, une introduction philosophique, c'était mon premier livre. Le deuxième livre, le deuxième livre, c'est celui-là, L'aveuglante proximité du réel. Là, vous comprenez tout de suite. On est tellement près du réel qu'on ne peut pas le voir. On a le nez dessus, donc on ne peut pas le voir. Bon. Évidemment, il y a beaucoup de choses, beaucoup de tentatives de comprendre des énigmes de la philosophie des sciences contemporaines à partir de cette idée d'aveuglante proximité du réel. Physique et philosophie de l'esprit, alors là, c'est un parallèle entre deux situations. La situation de la physique, où on ne peut pas, justement, s'extraire complètement du processus qu'on essaye d'explorer, parce que nos appareils, comme on le dit, perturbent les phénomènes, mais en fait, simplement, ils sont impliqués dans les phénomènes. Et puis une autre situation, quand on veut connaître notre propre conscience, alors là, c'est peut-être un problème encore plus aigu, parce que non seulement on ne peut pas se dissocier de l'objet qu'on veut explorer, mais l'objet qu'on explore ici n'est autre que le sujet, c'est-à-dire nous-mêmes. Et donc, le problème est encore plus aigu que dans la physique quantique, et il y a une grande analogie structurale entre les deux problèmes. Donc j'essaye de dégager cette analogie structurale entre le problème de la physique quantique et le problème de la connaissance de la conscience et de l'esprit. Et puis il y en a d'autres. Dans la conscience a-t-elle une origine ? Je développe à fond cette question de la conscience. Donc je montre que le problème de la conscience n'est pas simple et que la tentative d'en trouver des solutions objectives, en particulier par les corrélats neurobiologiques de la conscience, pose problème. Donc c'est un peu ça. Et enfin, le dernier, peut-être c'est le plus philosophique de tous, il s'appelle Maintenant la finitude. Le titre est complètement incompréhensible, mais il répond à un autre livre d'un philosophe contemporain qui s'appelle Quentin Meillassoux, qui était intitulé Après la finitude. Alors, disons, la différence entre les deux livres, si vous voulez, le livre de Meillassoux et le mien, c'est que Meillassoux considère que, de nouveau, il veut transgresser l'interdit kantien, qui disait que la raison ne peut pas percer le rideau des apparences relatives vers un absolu. Donc Meillassoux veut faire ça, il pense qu'on peut faire ça. Et moi, je consacre tout un livre à lui montrer qu'il a tort, et qu'en fait, il ne retombe pas là où il voulait tomber, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas connaître l'absolu par la raison, on ne peut le connaître pas que par coïncidence. Et encore une fois, on est trop près de l'absolu pour pouvoir s'en détacher et le prendre comme un objet de raison. Voilà en gros le programme de mes livres. Alors, il y en a quelques... Oui, ce que je voulais dire, c'est que finalement, on se retrouve ici avec des ouvrages dont il n'y a pratiquement qu'un exemplaire chaque fois. Donc il vous est possible, si vous avez noté ce qui a été dit, il vous est possible de commander à Rambo Blanche le livre qui est sur la table, mais qui pour autant n'est
pas à votre disposition finalement. Écoutez, si, parce que Ombre Blanche a dit si vous voulez c'est c'est ça. bon. Hein. Oui, c'est ça. Mais évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Bon, on se battra ça. On fera par l'ordre. Et d'abord, on va passer aux questions, parce que je suppose qu'il y en a. Oui, merci pour ce vous avez évoqué à un moment l'Axon, disons que vous avez une tentative d'aller vers l'absolu, qui passait par l'empathie, vous avez dit, par l'intuition. Moi, je voulais savoir si cette façon d'opérer avait eu une postérité, si dans la philosophie contemporaine, il y a des gens qui poursuivaient encore ce chemin, qui est peut-être louable finalement, parce que là, il n'y a pas de raison, il y a aussi l'émotion, etc. Une voie humaine tout à fait raisonnable. Alors, écoutez, vous savez que la doctrine philosophique la plus proche de cette approche, c'est la phénoménologie, qui considère que, en explorant l'expérience vécue, elle arpente ce que Husserl appelle le domaine de l'être absolu. Pour Husserl, les objets, c'était finalement des structures relatives à notre capacité de connaître. Par contre, le champ de la conscience elle-même, celui que nous vivons ici et maintenant, c'est le domaine de l'être absolu. Là, je vous cite Husserl. Manifestement, tout le monde, d'ailleurs même chez les phénoménologues, tout le monde n'est pas d'accord avec Husserl. Mais en tout état de cause, il y a au moins une discipline philosophique majeure du XXe siècle qui a poussé dans cette direction, c'est sans doute la phénoménologie. Maintenant, il y a aussi une autre tendance récente que j'ai découverte il y a peu de temps, qui s'appelle Object Oriented Ontology, par des métaphysiciens anglais, comme Graham Harman, et qui tente de faire revivre, disons, ce que Leibniz appelait la monadologie, c'est-à-dire l'idée que les objets eux-mêmes ont une intériorité, et que c'est celle-là qu'on veut caractériser en les connaissant métaphysiquement. Donc il y a bien des gens qui essayent de faire quelque chose comme ça. Alors évidemment, donc, si vous voulez, Husserl, ça serait, on pourrait dire, c'est un point de vue surtout en première personne, le point de vue de la phénoménologie, mais c'est aussi un point de vue en seconde personne, parce qu'il essaye de se figurer comment on constitue le domaine des autres. Et le domaine des autres que nous-mêmes, c'est justement par empathie, par partage d'émotions, par reconnaissance mutuelle que la description de l'expérience de l'un pourrait être analogue à la description de l'expérience de l'autre, et ainsi de suite. Donc il y a bien une tentative de ce côté-là, en phénoménologie et dans cette métaphysique néo-leibnizienne, néo-bergsonienne, qui s'appelle Object Oriented Ontology. Comment est-ce que vous vous situez dans l'opposition de la philosophie analytique et de la philosophie idéaliste? Écoutez, en principe, si vous voulez, ce n'est pas une véritable opposition. Vous pouvez répéter la question? Oui. Alors, comment caractériser l'opposition entre philosophie analytique et philosophie idéaliste? Idéaliste. Alors, donc, il faut, pour répondre à cette question, il faut évidemment définir l'une et l'autre. Définir la philosophie analytique et la philosophie idéaliste. La philosophie analytique est une philosophie qui s'est entièrement axée, comme son nom l'indique, sur l'analyse du langage courant et logique. Et donc elle considère que tous les problèmes philosophiques doivent être ramenés à des problèmes d'usage de la langue. Par exemple, si vous parlez de la substance, comme le dirait Wittgenstein, c'est qu'en vérité, vous utilisez toujours des substantifs et que tout ce que vous savez faire, c'est qu'à chaque fois que vous voyez un substantif, par exemple le nom chaise, table, rose, temps, espace, vous lui associez une substance, c'est-à-dire quelque chose qui est durable, qui a une existence, qui a des propriétés, etc., etc. Donc, finalement, vous voyez comment la métaphysique est, on pourrait dire, selon les philosophes analytiques, les faux problèmes métaphysiques sont dus à une mauvaise utilisation du langage ou à une surinterprétation du langage.
Donc notre but, c'est d'analyser justement les tenants et les aboutissants de notre usage du langage. La philosophie analytique, l'idéalisme, c'est tout autre chose. Hein. C'est un autre monde, si vous voulez. C'est une philosophie qui s'oppose archétypalement aux philosophies réalistes ou matérialistes, qui dirait, là aussi je suis très archétypal, hein, je n'essaye pas de dire, il y a beaucoup de gens qu'on a qualifiés d'idéalistes, par exemple. Kant s'appelle même un idéaliste transcendantal, on a appelé Fichte un idéaliste subjectif, on appelle Hegel un idéaliste absolu, etc. En tout état de cause, pour les idéalistes, l'idée, si j'ose dire, c'est que la vraie réalité n'est pas dans les choses que l'on vise comme objet, mais dans le champ d'esprit et de conscience qui vise. Et par exemple, Husserl, avec sa phénoménologie, a accepté d'ailleurs avoir des composantes idéalistes dans sa philosophie. Mais il disait, je ne suis pas un idéaliste dogmatique, je suis un idéaliste méthodologique. Si j'accorde une importance cruciale, première, à l'expérience vécue, c'est tout simplement parce que je suis dedans. C'est elle que j'ai immédiatement. Ce n'est pas les choses dont je fais l'expérience. C'est l'expérience elle-même. Et donc, à partir d'elle, je dois pouvoir reconstruire tout le reste. Il était d'un idéalisme méthodologique. Voilà. Donc, dire que, vous voyez, comparer les deux, c'est un peu délicat. Il y a une comparaison qu'on peut faire, et en particulier, les gens qui s'appellent maintenant réalistes spéculatifs ont fait la comparaison en disant ceci. Ils ont dit, au fond, pour les philosophes analytiques, la base de toutes les connaissances, c'est le langage. Toutes les connaissances sont relatives au langage. Et pour les idéalistes, toutes les connaissances sont relatives à l'expérience vécue. Et donc, on peut dire que les deux partagent quelque chose, c'est que les deux considèrent que la connaissance est relative à quelque chose d'humain, que ce soit le langage ou l'expérience. Et donc les nouveaux réalistes critiquent les deux en même temps, en disant, les deux au fond sont des philosophies très proches, des philosophies de la relativité des connaissances vis-à-vis de la capacité humaine à connaître. Et eux voudraient, encore une fois, atteindre l'absolu, quelque chose qui ne dépend plus des capacités humaines de connaître, ni du langage, ni de la vie, ni de l'expérience vécue, ni de l'esprit, ni des capacités cognitives, rien, l'absolu. Je vous laisse juge de savoir si c'est possible. Moi, en tout cas, dans mon livre Maintenant la finitude, je prétends qu'ils se sont plantés. Voilà. C'est pour notre conférence. Alors, j'ai une question, je ne sais pas comment la formuler, mais Berkeley, avec sa philosophie du matérialisme, prétend que nous percevons quelque chose comme ça n'existe peut-être pas. La philosophie bouddhiste aussi parle de l'illusion et de la connaissance, qui se rapproche de l'absolu dans leur théorie, dans leur approche. Et puis j'avais à l'instant en tête une troisième philosophie. Toutes les trois me semblent converger évidemment sur le fait que Hubert. Il y a peut-être. Ça, il y a un mot avant de passer. Merci. Du coup, voilà, donc, entre Berkeley et le bouddhisme, qui sont finalement des approches très différentes de la rationalité, de la raison, et qui prétendent, pourtant, elle, en tout cas, surtout la philosophie bouddhiste, avoir atteint la libération par l'absolu. Je voudrais avoir votre avis sur ces courants de philosophie, peut-être, de Berkeley et puis le bouddhisme. Voilà. Alors, commençons par Berkeley. On verra après quel est le rapport entre Berkeley et le bouddhisme. Berkeley, effectivement, considère que les apparences d'objets que nous voyons ne sont que des illusions. Parce qu'effectivement, la vraie réalité est autre chose que ce qu'il appelle des idées, des phénomènes, etc. C'est autre chose. Mais c'est quoi? C'est en vérité des impressions que nous donne un être supérieur, un être suprême,
et qu'il imprime sur nos cerveaux. Donc Dieu nous impose des idées qui nous font croire qu'il y a des objets à l'extérieur. Mais en vérité, il n'y a que les idées imprimées par Dieu. Donc, si vous voulez, on dit quelquefois que Berkeley est le père de l'idéalisme. C'est vrai en un sens, mais c'est pas tout à fait vrai en un autre. Vous voyez pourquoi? C'est que pour Berkeley, ces apparitions ont quand même une cause extérieure à elles-mêmes, sauf qu'elles ne s'appellent pas les objets, elles s'appellent Dieu. La cause des apparences d'objets n'est pas isomorphe aux objets. Elle a une autre forme qui est la forme d'un être suprême qui imposerait toutes ces idées. Donc, les cartésiens ont l'horreur de ça. Et d'ailleurs, Descartes avait repoussé cette possibilité d'emblée. Il a dit « Dieu ne peut pas être un malin génie, il ne peut pas nous tromper, il ne peut pas nous imposer des idées qui nous font croire qu'il y a des objets alors qu'il n'y a pas d'objets. » Ça serait vraiment méchant de notre part de croire ça de lui, vous voyez. Bon, ça c'est Berkeley. C'est la conception sur laquelle les apparences sont causées par Dieu, mais que les apparences d'objets, en fait, sont causées par quelque chose qui ne ressemble pas à des objets. La théorie bouddhiste est très différente. Il n'y a pas un Dieu qui va imposer les idées, mais qu'est-ce qui va imposer les idées et les apparences, et qui va en faire en vérité des illusions? Qu'est-ce qui va imposer tout ça? C'est ce qu'on appelle le jeu des causes et des effets, le karma, le fait qu'il y a des causes anciennes de toutes les impressions que nous avons maintenant. C'est exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que la cause de ce que nous voyons maintenant, c'est nos actions passées. C'est la chaîne des causes et des effets de tout ce qui s'est passé auparavant, dans toutes les générations, etc., antérieures. Et il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas un monde extérieur qui viendrait expliquer ces impressions-là. La seule chose qui vient expliquer ces impressions-là, c'est des dépôts. Alors, ça s'appelle l'alaya vijnana en sanskrit. C'est des dépôts qui ont été laissés par les générations antérieures, par leurs actions, et qui ont fini par faire naître dans notre génération des apparences d'objets. Et ces apparences d'objets sont des illusions. Et donc, une fois qu'on a compris que toutes les tentatives de cristalliser ces apparitions fugaces en des catégories comme celles de substance, de propriété permanente, etc., ne sont que l'effet de ces vieilles influences que nous avons reçues, eh bien, à ce moment-là, on dit qu'on a atteint la libération. Mais, ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait en donner un équivalent, je dirais, scientifique. L'équivalent scientifique, ça serait de dire, qu'est-ce qui fait qu'on croit qu'il y a là des chaises et des tables permanentes, et qu'on ne voit pas qu'elles changent à tout instant, qu'à chaque fois elles perdent un petit peu de leur qualité, ou elles en regagnent une autre, parce qu'il y a un peu de poussière qui est tombée dessus, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas ça? Bien, ce qui fait qu'on ne voit pas ça, c'est peut-être que l'évolution des espèces qui nous ont précédés et l'évolution de notre espèce, l'évolution darwinienne de notre biologie, fait qu'on a été conduit à ne sélectionner que les traits les plus saillants et les plus utiles à l'utilisation immédiate et à la survie. Et comme ça, on a besoin d'avoir des illusions sur la permanence des choses parce que c'est utile à la survie. Mais en vérité, il n'y a pas de permanence des choses. Et comme le disait Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans un même fleuve. Et d'ailleurs, la personne qui se baigne n'est elle-même pas la même. Donc, vous voyez, entre l'héraclitéisme extrême, et le bouddhisme en est une forme, et la connaissance du sens commun, il y a une distance, et cette distance est probablement due au fait que notre passé nous a conduit à cristalliser comme ça des croyances en la permanence des choses. Et donc l'idée du bouddhisme, ça serait quand vous voyez que les choses ne sont pas substantielles, pas permanentes, etc., vous voyez l'expérience telle qu'elle est, c'est-à-dire avec toute sa fluence, sa souplesse, sa densité de présence, là vous êtes libéré.
Chers amis, juste un mot avant de poursuivre la discussion. J'aurais dû vous le dire avant. Je voulais simplement vous dire que faire venir des gens d'ailleurs que de Toulouse pour nous faire des conférences est devenu très coûteux. Et donc je fais un appel aux cotisations, si c'est possible, de façon à faire que les choses soient possibles pour nous tous. Le troisième point qui est revenu, c'était le but de la caverne de Platon, c'est les idées, les apparences exigées de la caverne. Ça aussi, je voudrais avoir votre développement si vous voulez. Écoutez, oui, la caverne, c'est vraiment le modèle de cette opposition entre les apparences et les choses. Donc les apparences, ça serait seulement les ombres qui sont projetées sur le mur de la caverne, mais la réalité, ça serait... Donc, dans la métaphore, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est l'extérieur. L'extérieur où il y a justement à la fois ces formes qui se projettent sous forme d'ombre sur la caverne, et puis la lumière qui fait projecteur. Donc ça, c'est la réalité, et le reste, c'est les ombres, c'est que l'apparence. Évidemment, pour Platon, ce que pour considérer Platon, c'est que les apparences sensibles sont une apparence, et que ce qui est la réalité, ce sont les idées mathématiques, les idées génériques, la chevalité d'une réalité, comme il faut le dire comme les réalistes médiévaux, mais tel cheval n'est qu'une réalisation ponctuelle et donc finalement dégradée par rapport à cette réalité suprême qu'est le caractère de l'être cheval. Donc voilà en gros la thèse de Platon. Et donc c'est cette thèse qui a été à la fois métaphorisée par l'allégorie de la caverne et qui a été au fond sublimée par la création de la science de la nature à partir de Galilée. C'est intéressant. Oui, je voulais vous dire, moi j'étais un peu déçu par votre exposé, mais c'est pas parce que vous n'avez pas du tout cité les auteurs qui m'ont le plus éclairé sur ces thèmes-là, et qui sont Guillaume d'Occam, Karl Popper, peut-être le mathématicien Anacone, le physicien Bernard Espagna et le philosophe Paul Ricoeur. Bon, ok, j'aurais pu citer tous ces gens-là. Bon, Guillaume d'Occam, c'est le nominalisme. Alors, on va les prendre un par un. Guillaume d'Occam, c'est le nominalisme. Donc, c'est la première grande critique de la métaphysique. Parce qu'il dit, non, il n'y a pas de généralité, d'idéalité, etc. Il n'y a que des individus. Mais juste pour connecter avec le bouddhisme, notez bien que le nominalisme de Occam, c'est-à-dire toutes les généralités, ce que ça veut dire, c'est que toutes les généralités ne sont que des noms. Pardon. Oui, ça va? D'après Guillaume d'Occam, toutes les généralités ne sont que des noms. Elles n'ont aucune existence. Elles n'ont que, finalement, c'est flatus vocis, c'est des sons. Des sons qui sont émis par nous et rien de plus. Quand on dit l'espèce cheval, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est Bucéphale et Rosemonde. D'accord? Et l'espèce, c'est juste une vague abstraction, un nom qu'on a posé là-dessus. Et les bouddhistes sont très près de ça, bien sûr. Ils disent toujours toutes les généralités, au fond, ce sont des fabrications de l'esprit humain, ce sont des surimpositions, etc. Mais les bouddhistes sont bien plus radicaux que Guillaume d'Occam. Ils sont plus radicaux parce que pour eux, non seulement les généralités, les espaces généraux n'existent pas, mais encore l'individu bucéphale n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des flashs instantanés de Bucéphale. Bucéphale n'a aucune permanence, aucune existence continue. Donc le nominalisme bouddhiste est beaucoup plus radical que le nominalisme médiéval de Guillaume d'Occam. Voilà une première remarque sur Guillaume d'Occam. Effectivement, première critique de la métaphysique, Guillaume d'Occam. Mais en même temps, vous pouvez dire que c'est une autre métaphysique, une métaphysique alternative. Alors,
bon, après, il y a d'autres noms que vous avez cités. Je sais pas, prenons Bernard d'Espagna. Alors, Bernard d'Espagna, ok, c'est vrai. C'est vraiment terrible que je ne l'ai pas cité, parce que c'est mon professeur. C'est lui qui m'a enseigné la philosophie, la physique en particulier, et de qui j'ai énormément appris. Et lui a inauguré une discipline qu'on pourrait appeler la métaphysique expérimentale. Mais en inaugurant je vais vous en parler après. La métaphysique expérimentale, c'est une discipline dans laquelle on teste des hypothèses métaphysiques par des expérimentations. Et le résultat de ce test, c'est presque toujours de dire non, ça ne peut pas être ça. Aucune de ces tentatives de faire de la métaphysique expérimentale n'a abouti à dire oui, la science prouve que le monde est de telle et telle nature. Par contre, les expériences en question ont abouti à dire la science prouve que le monde ne peut pas être de telle ou telle nature. Exemple d'Espagna, justement. D'Espagna démontre, dans les articles de 1975 et 1978, repris dans son livre À la recherche réelle, que si vous postulez que il existe des objets permanents dotés de propriétés intrinsèques, vous aboutissez à démontrer les inégalités de Bell. Or, les inégalités de Bell sont violées par la mécanique quantique, mais surtout violées par des expérimentations qui toutes corroborent la mécanique quantique et falsifient les inégalités de Bell. Donc, les hypothèses ontologiques posées par D'Espagna sont réfutées par une expérimentation physique. Donc, on peut dire que D'Espagna a fait de la métaphysique expérimentale, mais négative, en disant telle hypothèse métaphysique est balayée. On ne peut plus la soutenir. Donc ça, c'est très beau, très très beau. Maintenant, vous avez cité encore d'autres noms. Popper. Oui, alors là, pensez peut-être aux critères de démarcation. C'est ça ou pas? Pas seulement. Le reste, il y a beaucoup de choses. Ça critique de l'idéalisme. Oui, tout à fait. Mais oui, ça critique l'idéalisme allemand, soit. Mais ça, c'est la critique d'une des métaphysiques possibles. Alors, ce qui est très important, à mon avis, quand même, chez Popper, la première chose, c'est effectivement le critère de démarcation entre science et métaphysique. C'est ça qui, dans notre sujet, c'était ça le problème. Comment distinguer science et métaphysique? Et la métaphysique n'est pas réfutable, alors que la science l'est. Popper dit aussi que la théorie darwinienne n'est pas une science. Absolument. Tout à fait. Alors, oui, peut-être qu'il aurait bénéficié, Popper, de lire Stephen Jay Gould, qui lui aurait appris qu'il y avait deux sortes de sciences. Il y avait des sciences descriptives et des sciences historiques. Des quoi? Des sciences descriptives et des sciences historiques. Une science historique, selon Stephen Jay Gould, est une science qui étudie des processus dont on n'a qu'un exemplaire à notre disposition. Alors qu'une science descriptive est une science qui décrit des processus que l'on peut reproduire à volonté dans un laboratoire. Le darwinisme, c'est évidemment une science historique, parce qu'on n'a qu'un cas d'évolution des espèces, celle qu'on a vue sur la Terre, qui aboutit effectivement à ce qu'on connaît maintenant. Et donc, on ne peut pas faire des variations et regarder si, malgré ces variations, certaines configurations se reproduisent. Donc c'est une science très particulière, le darwinisme, si c'est une science. Alors, Popper l'aurait écarté en disant c'est pas une science du tout, et Stephen Jay Gould aurait dit c'est une science, mais une science historique. Voilà. Alors, et du coup, évidemment, ce que fait Jay Gould, c'est qu'il établit des méthodes qui conviennent à une science qui s'adresse à un événement unique. Vous voyez, il y a des méthodes pour ça. Et la méthode darwinienne n'est pas plus mauvaise que d'autres.
peut-être absolument rien à voir avec ce qui a été discuté, mais au niveau de la connaissance de l'homme par lui-même, qu'est-ce que vous pourriez dire de la psychanalyse qui essaie, par le langage, d'atteindre un minimum de connaissances? Enfin bon, voilà, je ne sais pas trop comment formuler, mais je suppose. Alors, je pourrais parler de façon indépendante de la psychanalyse, mais peut-être le mieux, pour vous répondre à votre question, c'est d'avoir recours à un auteur qui n'est pas très connu, mais que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Georges Devereux, dans un livre qui s'appelle « De l'angoisse dans les sciences du comportement ». Devereux était à la fois un ethnologue, un psychanalyste et un philosophe des sciences. Et dans ce livre, il montre très bien la connexion entre la psychanalyse et la physique quantique. Une connexion méthodologique, hein, pas du tout, évidemment. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que les inconscients sont des champs quantiques ou autres balivernes qu'on entend souvent en ce moment. Ce qu'il dit simplement, c'est qu'il y a un point commun entre les deux, et le point commun est le même que celui que j'ai signalé à propos de la conscience, c'est-à-dire que, de même que le physicien ne peut pas complètement se détacher de l'objet qu'il est en train d'explorer, le psychanalyste ne peut pas complètement s'abstraire de sa relation avec le patient. Il y a ce qu'on appelle le phénomène de transfert et de contre-transfert. C'est-à-dire que le psychanalyste ne peut explorer son patient qu'à travers qu'à travers les réactions de contre-transfert que le patient occasionne chez lui pendant la cure. Il ne connaît pas au fond son patient. Nul ne connaît autrui. Pas plus le psychanalyste que n'importe qui. Mais ce qu'il connaît, c'est les réactions que lui a vis-à-vis de ce patient. Comme par ailleurs ce psychanalyste se connaît un peu mieux lui-même que la plupart d'entre nous, parce qu'il a fait lui-même sa psychanalyse, il peut se dire « Ah, voilà, ce patient a déclenché ça en moi, et je sais quel genre de réaction c'est, parce que je l'ai déjà exploré dans ma propre psychanalyse, donc c'est que... » Et là, il commence à inférer des choses à propos du patient. Voilà comment Devereux décrit la connaissance psychanalytique, une connaissance vraiment très participative aussi, donc tout à fait semblable à celle que j'ai décrite dans tous ces livres. Y a-t-il d'autres questions? Bon, on n'avait pas répondu. Ah, si, j'arrive. Voilà, c'est juste parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions, une question qui perturbe, donc je vais la soumettre. C'est en fait, je formule ainsi. Est-ce que la conscience est une propriété émergente de la matière qui vient par la complexification de l'organisation de celle-ci, ou au contraire, est-ce que la matière existe au sein de la conscience et créée par la conscience, auquel cas c'est très différent? Merci. Alors c'est intéressant évidemment parce qu'on pourrait dire qu'on peut trouver des arguments en faveur des deux hypothèses. Alors juste pour vous dire une citation rapide qui résume un peu la question. Bertrand Russell disait « Le cerveau produit mes pensées, mais le cerveau est l'une de mes pensées. » Le cerveau est l'une de mes pensées. D'accord ? Mes pensées sont produites par le cerveau, mais le cerveau est l'une de mes pensées. Voilà ce que je disais. Donc il y a cette espèce de boucle. D'accord ? Bon. Alors, maintenant prenons les deux morceaux de la boucle. Est-ce que la conscience est un produit émergent du fonctionnement de dispositifs matériels complexes? Exemple, les cerveaux. C'est ce que croient à peu près 99,99% des scientifiques à l'heure actuelle. Mais ils savent tous pourtant qu'il y a quelque chose qui coince dans cette histoire et que David Chalmers a appelé le problème difficile de l'émergence de la conscience. C'est quoi? C'est qu'il y a quelque chose de la conscience qui ne va pas, ne colle pas, de laquelle on ne voit pas comment elle a pu être produite par ce processus de complexification. C'est quoi? C'est tout simplement l'expérience vécue. C'est ce qu'on appelle aussi la conscience phénoménale, par opposition à toutes les autres formes de conscience qui sont simplement la conscience réflexive, la conscience en tant que fonction d'unification des représentations,
la conscience, au fond, en tant que fonction cognitive parmi d'autres. Donc il y a d'un côté les définitions objectivées de la conscience qui peuvent très bien tomber sous le coup d'une explication réductive, et de l'autre, il y a la partie ultime, évidemment non objectivée parce qu'elle n'est pas objectivable, qui est simplement l'expérience vécue, l'expérience qu'on vit à l'heure actuelle. Pas l'expérience de savoir qu'on sait, pas l'expérience de se rendre compte que, par exemple, on est une personne assise ici dans une pièce, etc. Tout ça, ce sont bel et bien des fonctions cognitives. Mais l'expérience tout court, l'expérience pure, l'expérience avant même qu'elle se soit repliée sur elle-même, vous voyez, ça, zéro. Pas le moindre commencement de début d'explication. Voilà. Donc, problème. Ça s'appelle le problème difficile. Tout le monde sait qu'il existe. Et récemment, je lisais le numéro de la recherche qui est consacré à la conscience, qui est paru juste ce mois-ci. Et les personnes, les scientifiques qui étaient interrogés, on leur disait « Oui, il y a le problème difficile, qu'est-ce que vous en faites? Le problème de la conscience phénoménale, qu'est-ce que vous en faites ?» Alors eux, ils répondaient « Écoutez, on le met de côté pour l'instant, et on espère que dans le futur, en résolvant suffisamment de problèmes moins difficiles que ça, et finalement ce problème sera résolu. Il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas dans le futur, car toutes les questions qui ont été posées dans le passé ont fini par être résolues par la science. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'argument de méta-induction. Puisque les questions que l'on disait antérieurement insolubles ont été résolues, alors cette question que l'on dit aujourd'hui insoluble sera résolue. C'est faible. Donc il reste un problème, mais c'est vrai que les réalisations de la neurobiologie sont tellement impressionnantes, et elles ont tellement d'effets pratiques, en particulier en médecine, que, si vous voulez, la clause philosophique qui vient avec semble plus crédible. Mais en vérité, on peut très bien prendre tous ces progrès de la médecine sans y ajouter la clause philosophique, c'est-à-dire la clause de la réductibilité de la conscience à un processus de complexification matérielle, et ça ne leur enlève rien à ces réalisations. Bon, on pourrait en parler longtemps. Vous voyez que j'ai écrit un livre qui fait 800 pages sur ce sujet. Donc, je pose cette question parce que la physique quantique semble être... Je pose cette question en relation avec la physique quantique, qui est justement la focalisation dans des échelles de grandeur de plus en plus fines. On se rapproche du cœur de la matière et donc peut-être de la naissance de la conscience aussi. Peut-être. Si la conscience est née de la matière, alors en allant au cœur de la matière, on va trouver le cœur de la conscience. Mais la première hypothèse que vous avez posée n'est pas évidente. Bon, peut-être que c'est le contraire. Peut-être que c'est la matière qui est une projection de la conscience. On n'en sait rien en tout cas. Mais et la deuxième chose, c'est que quand vous dites la physique quantique se rapproche du cœur de la matière, comme je vous disais, ça dépend un peu des interprétations de la physique quantique. Et l'interprétation que je vous ai proposée, celle qui est née il y a 5 ans, 6 ans, peut-être 10 ans maximum, qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas c'est une interprétation possible. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit justement le contraire. La physique quantique ne pénètre pas au fond de la matière. C'est la science la plus superficielle possible. Elle ne dit rien de la matière, mais elle vous donne les règles les plus générales de la prévision des phénomènes contextuels qui sont précisément caractéristiques des objets microscopiques. Voilà. Donc on n'a pas pénétré plus au fond par la physique quantique qu'on pénétrait par la physique newtonienne ou par la physique relativiste. Moi, je dirais plutôt le contraire. Donc, même si, en supposant que la matière contienne le secret de la conscience, c'est pas la physique quantique qui vous donnera la réponse. Excusez-moi. Le problème difficile dont vous parlez, c'est pas le présent. Essayer de co-construire le présent. Belle remarque. Bien sûr, bien sûr. Parce que la chose qu'on n'arrive pas à saisir, c'est exactement ça. C'est l'expérience présente. Pas une expérience compliquée, élaborée, structurée, qui ferait replier le passé sur un présent et reboucler, etc. Mais le pur présent,
actuel, celui qu'on a vraiment du mal à saisir, parce qu'à chaque fois qu'on essaye de dire « Ah, ça y est, j'ai attrapé le présent », il est déjà passé. Donc c'est vraiment ça le problème. Mais celui-là, franchement, ce problème-là, je peux vous assurer qu'il n'est pas vraiment à notre portée. D'après moi, c'est un gros problème. Bien sûr, on parle du présent en physique. Le présent en physique, c'est pas un vrai présent. C'est une tentative de déclencher, si vous voulez, des horloges qui coïncident avec des événements et d'essayer de coordonner les horloges qui coïncident avec l'événement. Et ça, c'est complètement différent. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a coordonné les horloges, ce n'est déjà le présent. Oui, vous avez dit qu'il y a eu un numéro qui vient de sortir sur l'inconscient, c'est dans la recherche. C'est dans la recherche. Bon, c'est pas spectaculaire comme article. Je les ai tous lus, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des nouveautés extraordinaires. Mais enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être une bonne introduction. Parce que, par exemple, il y a un article où il explique qu'il y a 4 interprétations 4 théories neurobiologiques de la conscience, et qui sont connues d'ailleurs depuis au moins 10 ans, et que là, il y a des tentatives de trouver des expériences cruciales qui pourraient être partagées entre les 4. Voilà, ça c'est la nouveauté que j'ai vue dans le livre. C'est dans la recherche. C'est dans la recherche. Alors ces 4 théories sont décrites aussi d'ailleurs dans le livre. Bien. Je crois qu'il n'y a plus de bras qui se lèvent, et donc nous allons vous remercier beaucoup au présent.